Alors, bonjour à tous. Je viens de faire un énorme ménage. Là, je me pose avant d'aller faire mes pas. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit top-up de ma situation actuelle. Donc, là, c'est mon premier jour de deload. Donc, j'ai poussé mon programme d'entraînement pendant 12 semaines. Donc, pas de deload pendant 12 semaines. Donc là, je fais ma deload. Donc, je suis à peu près, on va dire, au milieu de ma prep, à peu près. Il me reste 9 semaines. Ouais, ça approche très très rapidement pour la première compétition. Ouais, du coup j'ai fait une deload, premier jour de deload aujourd'hui, je ne suis pas allée m'entraîner, c'est un jour de repos. Je vais m'entraîner que 3 fois, je vais faire les jambes demain, le dos après-demain et ensuite les épaules. Et après 3 autres jours off, donc vendredi, samedi, dimanche off. Et ensuite reprendre un autre programme d'entraînement. Donc c'est le but, c'est juste pour que je puisse vraiment bien me reposer, bien récupérer et être prête pour attaquer le reste de la prep parce qu'ensuite je vais faire du coup 9 semaines, même plus, sans deload. Donc, parce qu'en fait les peak weeks c'est des semaines de deload. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner 10 semaines sans faire de deload et ensuite je crois que dans 11 semaines ça sera ma première peak week. Parce que ma première compète, ça sera dans 9 semaines, un régional. Par contre, je vais pas faire du tout de peak week, vu que c'est juste un régional, c'est juste un peu un espèce de warm-up, parce que je suis obligée de faire un régional pour pouvoir me qualifier et aller à un pro qualifier. Donc du coup, je vais vraiment le prendre comme un échauffement. Je ne serai pas à 100% de ma condition physique. Je vise un 90-95%. Et 2 semaines après, du coup, c'est mon premier Pro Qualifier. Donc mi-septembre, 14-15 septembre. Donc, euh, donc du coup, c'est là où je vais faire ma première peak week en fait. Je vais pas faire de peak week du tout. Je vais faire tout normalement. Je vais juste monter sur scène comme ça. Fin août, le 31 août. Et ensuite, première peak week, du coup, ça sera la semaine du 14-15 pour ma première vraie compétition, on va dire. Donc, du coup, j'ai prévu toute ma saison. J'ai pas encore payé tout pour les shows et tout, mais je vais le faire au mois de juillet, août, enfin du 1er juillet, donc plus tard ce mois-ci, ou enfin fin du mois de juillet, mois d'août, j'ai encore du temps. Mais ouais, du coup, j'ai fait ma saison. Je vais avoir du coup mon premier régional le 31 août, ensuite 14-15 septembre. J'ai mon premier Pro Qualifier, ensuite 28 septembre, je crois, un autre Pro Qualifier en France, cette fois-ci. Ceux d'avant, là, les deux d'avant, c'est en Angleterre. Donc, régional et premier Pro Qualifier en Angleterre. Ensuite, deuxième Pro Qualifier en France, 28 septembre. Ensuite, 14 octobre, ça sera un autre Pro Qualifier à Manchester, donc à 1 heure de chez moi, donc c'est super. Et ensuite, je vais faire le 9 novembre en Roumanie, Muscle Fest. Dernier Pro Qualifier. Donc, du coup, je vais avoir 4 Pro Qualifiers et un régional. Donc, une grande saison. Je commence 31 octobre, n'importe quoi. 31 août et je finis le 9 novembre. Donc, ça va être une longue saison, à peu près 2 mois de saison. Donc, c'est cool aussi parce que je vais pouvoir continuer de m'améliorer en fait au fur et à mesure de la saison parce que les 3 premiers sont assez proches l'un de l'autre, par exemple 2 semaines à peu près entre chaque compète. Mais ensuite, par exemple, entre celle de fin septembre, mi-octobre, j'ai un peu plus de temps. Et celle entre mi-octobre et début novembre, j'ai plus de temps aussi, j'ai 3 semaines, je crois. Donc du coup, ça me permet de pouvoir aussi m'améliorer au fur et à mesure de ma saison. Parce que là, 9 semaines, c'est pas beaucoup de temps du tout. Clairement, 9 semaines, ça a passé très très vite. Et j'avoue que ça me stresse un petit peu. Je me dis que je suis encore très très loin d'être prête à monter sur scène. Donc j'ai un petit peu le stress de savoir est-ce que je vais être prête ou pas. Donc évidemment, je vais faire au mieux, hein, mais on va voir. Mais du coup, ça me permet de pouvoir m'améliorer toujours au fur et à mesure de ma saison. Par exemple, si pour la première compète, je suis pas assez conditionnée comme je le voudrais, j'ai encore les autres compètes où je peux monter sur scène avec un meilleur physique. Par exemple, vraiment pousser à fond entre les compètes pour justement permettre d'améliorer ma condition au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, on verra comment ça se passe.
Mais du coup, actuellement, semaine de deload. Comme j'ai dit, que 3 entraînements cette semaine. Je ne touche pas au reste. La diète, je reste à 2700. Je suis actuellement à 2700 calories. Je ne touche pas la diète pendant le deload. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il faut augmenter la diète pendant les deloads pour mieux récupérer. Je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, quand on fait une deload et qu'on s'entraîne beaucoup moins, la dépense énergétique, elle est pas du tout aussi élevée. Donc, même si on garde la même diète, vu que la dépense énergétique, elle est beaucoup plus faible, bah finalement, en fait, on est un peu en surplus, même en gardant la même diète, juste parce qu'on dépense moins. Donc, du coup, je vois pas l'utilité de monter la diète, parce que je trouve que ça fait vraiment genre un gros surplus, en fait. Et c'est là où on peut forcément faire des pas en arrière. Et après, il faut rattraper ça. Donc, je trouve que c'est pas forcément idéal. Je trouve que c'est largement suffisant pour récupérer, de réduire à fond le volume d'entraînement. Et la fréquence, par exemple, normalement, je fais 6 séances par semaine. Là, je vais en faire que 3. Ça va être 3 séances très cool. Je vais pas du tout forcer. Et c'est vraiment, voilà, juste pour amener un petit peu de sang, avoir un petit pump, mais c'est tout. Le reste, je touche pas. Donc, les pas, je reste à 12 000 pas par jour. La diète, je reste à 2700 calories. Rien ne change à part l'entraînement pendant une semaine de deload. Et je trouve que c'est largement, largement suffisant pour récupérer à fond et ne pas régresser surtout. Continuer d'avancer ou au moins maintenir les résultats. Donc voilà, du coup c'est ma méthode, c'est ma manière de voir les choses. Et pareil, diminuer les calories en deload, c'est complètement débile parce que ça sert à rien de chercher à pousser les choses, à faire avancer les choses si on fait une deload et que justement on est censé prendre un petit peu de recul, se poser un peu, récupérer. Ça sert à rien de chercher à pousser quand on veut récupérer en fait, c'est le contraire de ce qu'on veut. Donc c'est cool de pousser à fond quand on s'entraîne dur, qu'on fait tout parfaitement à fond. Mais si on veut avoir une semaine de récupération, ça sert à rien de chercher à pousser en fait, parce qu'il n'y aura pas du tout le résultat qu'on veut, et c'est pas le but, on veut récupérer. Donc pour récupérer, on garde tout pareil, juste on réduit énormément le training et le volume d'entraînement, pour justement que ça soit le cas et qu'on puisse plus dormir, beaucoup moins de temps d'entraînement, donc beaucoup plus de temps pour récupérer. Et comme j'ai dit, vu qu'on se dépense beaucoup moins, parce qu'on s'entraîne beaucoup moins, finalement, ça fait un espèce de léger surplus par rapport à d'habitude, quand on apprend un entraînement normal. Donc voilà, du coup, pour la deload. Et oui, on va voir ce que ça donne. C'est juste que c'est un petit peu dur parfois, vu que je me coach moi-même, de prendre du recul et de ne pas paniquer. Parce que ouais, il me reste 9 semaines. 9 semaines, c'est beaucoup, mais pas beaucoup à la fois. Donc mon corps va beaucoup changer en 9 semaines. Mais c'est dur de savoir quand pousser, combien pousser. Parce que ça sert à rien d'être non plus trop agressive et après me retrouver au ras des pâquerettes et devoir tenir ça pendant 2 mois. Et c'est pas forcément ce qui génère les meilleurs résultats. Et évidemment, si je suis pas assez agressive, entre guillemets, si je suis trop conservative, il se passe rien et je serai pas conditionnée. Donc c'est dur de trouver le juste milieu en fait et à quelle vitesse on va dire pousser les choses, faire les choses au mieux en fait. Donc c'est un petit peu compliqué parfois vu que je me coach moi-même, tout me retombe dessus entre guillemets et je me remets beaucoup en question, etc., mes décisions, tout ça. Après, j'ai 2 personnes à qui je peux juste leur demander leur avis sur ce que je fais pour avoir un petit regard objectif. Donc c'est pas du tout mes coachs, c'est juste des potes à moi. C'est des potes à moi qui sont coachs eux-mêmes, qui m'ont dit écoute, si tu as besoin, tu me poses des questions, tu me dis ce que tu fais, tu m'envoies des photos et on dira ce qu'on pense quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Je leur ai envoyé des photos de mon physique. Je leur ai dit, moi, je compte faire ça, je pense faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, c'est cool parce que soit ils me donnent leur point de vue, ou alors ils me disent, oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'aurais fait pareil. Et du coup, ça me permet de me dire, ok, ça me rassure, entre guillemets, me dire, je fais les choses bien. Ils feraient pareil. Enfin, ça confirme que mes choix sont entre guillemets, bons, sensés. Donc ouais, ça m'apporte cette confirmation qui fait du bien et qui m'enlève un petit peu de pression parfois, parce que ça peut vite partir en mode penser tout le temps à ça et stresser, etc.
Donc voilà, après j'aime beaucoup, hein, me coacher moi-même. Je ne compte pas avoir de coach, dans le futur proche, clairement pas. Je veux continuer de me coacher moi-même parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, j'apprends énormément de tout ça, mais parfois ça peut être challengeant. C'est pour ça qu'avoir un coach est cool parce que justement, toutes ces décisions-là, bah, ça ne dépend pas de nous, c'est notre coach qui les prend pour nous et du coup, on peut tout simplement appliquer ce qu'on nous dit sans tout le temps penser à ce qu'on doit faire et cetera, tout remettre en question. On applique juste directement et ça enlève énormément de pression. Mais voilà, moi j'aime beaucoup apprendre et je trouve que du coup ce coaching soi-même c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre et d'expérimenter. Donc, euh, donc ouais, du coup voilà les news. Je fais 79,2 kilos. J'ai fait mes photos de posing ce week-end, donc je vais vous mettre ici mon physique en photo, comment je suis actuellement. Donc je suis encore loin d'être stage lean, mais en 9 semaines, je pense que c'est quand même relativement faisable, sachant que évidemment je ne suis pas naturelle, donc j'ai des aides qui sont quand même non négligeables pour brûler du gras plus rapidement. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. En parlant de ça, j'ai fait une prise de sang hier pour checker mes hormones thyroïdiennes. Donc T3 libre, T4 libre et TSH. D'ailleurs, je suis du coup allée à un nouveau truc. Enfin, en fait, normalement, je faisais mes prises de sang, mais ça genre à 30 minutes en voiture de chez moi, donc c'était un petit peu loin. Et là, j'ai vu qu'il y avait une compagnie, enfin une entreprise qui venait à ma salle. En fait, c'est dans une espèce de van. Et ils se garent sur le parking de la salle et du coup tu vas dedans, ils prennent ton sang, etc. Bref, c'est une clinique mobile quoi. Donc je me dis bah super, moi c'est parfait parce qu'il faut que j'aille à la salle, je vais m'entraîner, comme ça je fais la prise de sang, hop c'est fait, j'ai pas besoin de partir à 30 minutes de chez moi et voilà. Bref, je rentre dans le van et je leur dis que je veux un profil de thyroïde. Donc ok, pas de souci, machin. Euh, et, et du coup, je leur demande, vous testez quoi? Et ils me disent, juste thyroïde normale, quoi. Donc je dis, du coup, TSH, T4, T3 et tout. Ils me disent, bah oui. Et je dis, vous faites les anticorps, etc. Ils me disent, non, on fait pas les anticorps, on fait vraiment juste les hormones de base, donc T3, T4, TSH. Donc très bien, moi ça me va, pas de problème. Donc ok, je fais mon truc, enfin ils me prennent mon sang, bref. Je paye 65 pounds, donc d'accord. Et ensuite, là après, je commençais à réfléchir à tout ça et je me disais, mais ça me paraît pas tellement cher, 65 pounds, par rapport à d'autres cliniques où j'ai vu que c'était un peu plus cher pour les profils thyroïdiens. Par exemple, la salle où je vais d'habitude, c'est 80 pounds. Donc je me suis dit, c'est un peu bizarre que ça soit quand même une différence assez importante, alors que finalement, ils testent les mêmes choses. Donc du coup, je suis allée voir sur le site du truc de prise de sang, là, de la clinique. Et en fait, le truc de thyroïde, machin, et ben en fait, sur le site, en tout cas, c'est marqué que TSH et T4. Et j'étais en mode, non, c'est T3 le plus important en fait. On veut savoir combien il y a de T3 dans le sang, parce que c'est l'hormone qui est active. Donc c'est ça qui importe le plus, c'est ça qui est actif. T4 c'est pas actif, TSH c'est pas actif du tout. TSH est juste là pour dire il faut qu'on produise des hormones thyroïdiennes, c'est tout. Donc moi entre guillemets je m'en fous. Enfin, de manière isolée, TSH et T4 ça me sert pas à grand chose. Avoir TSH, T4 et T3 tous ensemble, oui, super. Avoir T3 tout seul, oui, super. Mais avoir TSH et T4 tout seul, ça sert absolument à rien. En tout cas, ça ne me sert pas du tout. Enfin, je ne peux pas du tout interpréter ça parce que je ne sais pas, en termes de niveau de T3, d'hormones thyroïdiennes actives, je ne sais pas combien j'en ai dans mon sang en fait. Donc ça m'apporte absolument rien en termes de ce que je veux savoir. Parce que si par exemple c'est toujours trop bas, je peux l'ajuster en me supplémentant. Je me supplémente actuellement, mais savoir s'il faut que j'augmente la dose ou pas, parce que au fil de la sèche, au fil d'un déficit calorique, les hormones thyroïdiennes, elles sont diminuées, la synthèse est diminuée. Surtout la conversion de T4 en T3, donc de l'hormone inactive en hormone active, qui se fait dans les tissus, elle est largement diminuée. Et aussi, ce qui se passe, c'est que T4 peut être transformé en reverse T3. Donc c'est une autre, on va dire, c'est une autre forme de T3, mais qui est inactive, qui n'a absolument aucun impact sur les tissus en termes d'effet. Donc du coup, on produit moins de T3,
Et il y a une partie de la T4 qui est produite en T3 qui ne fonctionne même pas. Un T3 reverse T3, ça s'appelle comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant quand on n'est pas naturel évidemment, de se supplémenter en hormones thyroïdiennes pour s'assurer que le métabolisme reste élevé. Mais là, du coup, je voulais tester et savoir mes niveaux T3. Et je pense que finalement, je ne vais pas avoir ma réponse et que j'ai payé 65 pounds pour rien. Et eux, ils m'ont dit, bah oui, on fait T3, T4 et TSH dans le van. Mais en fait, je me dis, ça se trouve qu'ils n'ont aucune idée de ce qui compose les tests, en fait. Enfin, les personnes qui ont pris mon sang, peut-être qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans parce qu'ils m'ont dit oui, mais après, quand j'ai vu sur le site, il n'y avait pas, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas. Donc, du coup, je vais devoir aller refaire une prise de sang ce week-end. Et je vais aller du coup à la clinique où j'allais avant. Je vais me faire 30 minutes de voiture, mais tant pis, c'est ma semaine de deload, donc je peux me le permettre parce que je ne vais pas m'entraîner samedi, donc j'ai le temps. Donc j'irai là-bas pour pouvoir du coup checker toutes mes hormones. Je pense que par contre là, je vais prendre vraiment un profil complet où ils testent tout. Ça coûte hyper cher, c'est 200 pounds, mais ça check tout. Ça check le foie, la sensibilité à l'insuline, les hormones sexuelles, toutes les hormones sexuelles, testostérone, estrogène, progestérone, LH, FSH, tout. Tout ce qui est thyroïde, ça teste aussi la créatinine, tout ce qui est foie, j'ai déjà dit les reins, bref, les lipides sanguins aussi, ça teste tout, vraiment tout ce qu'il faut savoir. Donc ça va être intéressant de voir ça parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était en janvier, voir un petit peu où j'en suis maintenant que je suis en milieu de prep. Donc je vais faire ça samedi. Mais ouais, du coup je suis un peu saoulée parce que j'ai payé 65 pounds pour rien, parce que les résultats que je vais voir ça va pas m'intéresser du tout. Mais bon, c'est ma faute, j'aurais dû checker sur le site avant et pas leur faire confiance dans le van quand je leur ai demandé ce qu'il y avait dans le test. Mais bon, c'est comme ça, tant pis. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un espèce de bon petit récap pour maintenant. Je vais aller sortir Athéna maintenant. Ma montre est en train de charger. Le vieux réflexe de regarder ma montre, j'ai pas ma montre. Elle est en train de charger. Mais je crois qu'il est à peu près 20h là. Ouais, le ménage, ça m'a pris une plombe parce que j'ai dû nettoyer toute ma maison. Mais il y avait besoin. Franchement, il y avait besoin. Ça faisait 2 semaines avec les animaux et tout. Et moi, clairement. Il y avait besoin de faire un bon ménage. Donc une bonne chose de faite, ça fait du bien d'avoir une maison qui est bien propre et qui sent bon et toute belle, toute brillante. Et là, ouais, du coup, je vais sortir le chien. Et ensuite, il faut que je réponde à mes coachés sur WhatsApp et que je poste un vlog en anglais. Parce que j'essaie de faire un peu les deux, du coup. J'ai envie de garder des vlogs en français parce que je trouve que c'est cool de partager ça avec la communauté qui est française, vu que le bodybuilding français, voilà, c'est pas non plus excellent. Donc je me dis que si je peux apporter quelque chose de plus à la communauté bodybuilding français, bah ça c'est cool. Donc je fais au mieux pour contribuer à tout ça. Mais je vis en Angleterre, je ne compte pas vivre en France de nouveau. Ma vie elle est ici, je parle anglais tout le temps. Et ouais, du coup, mon contenu, j'essaye de le faire majoritairement en anglais, par exemple sur Instagram. Mais aussi là sur YouTube, je vais faire plus de vlogs en anglais parce que ma vie elle est ici et la communauté que je me fais entre guillemets ici, c'est en anglais. Donc j'ai envie que la majorité des personnes puissent aussi comprendre et suivre un peu mon contenu. Donc voilà, j'essaie de faire les deux. Si vous parlez anglais, super, vous avez encore plus de contenu. Si vous parlez pas anglais, au moins vous avez les vlogs en français ici. Et sur Instagram, on peut traduire les posts automatiquement. Il y a un petit bouton pour traduire les posts directement. Donc même si vous n'êtes pas bon en anglais, vous pouvez suivre le contenu sur Instagram, lire les posts parce que vous avez une traduction en français, si vous avez besoin. Donc voilà, du coup j'essaie vraiment de faire au mieux, de pouvoir, entre guillemets, plaire à tout le monde, de pouvoir partager mon contenu avec le plus de personnes possible. Et du coup, ça veut dire faire la majorité en anglais et de temps en temps faire des petits contenus en français comme ça parce que j'aime garder du contenu un petit peu en français. Mais ouais, j'essaie juste de faire au mieux tout simplement. Donc bref, j'arrête de parler. Je vais sortir le chien et ensuite bosser un petit peu, manger et me coucher tôt parce que j'ai besoin de sommeil. Je reviens de la salle, j'ai fait une séance jambes, mais juste de deload. Donc 3 exos, j'ai fait 3 séries de prone leg curl, 3 fois 10 reps.
Ensuite, j'ai fait 2 séries de leg extension, 10 reps. Et j'ai fait 2 séries de leg press, 10 reps. Et c'est tout. J'ai fait du posing à la fin. Parce que forcément, j'essaie de continuer quand même à bien faire du posing et tout. Donc, je fais toujours des petites séances de posing après ma séance d'entraînement. Donc, j'ai juste fait ça. 3 exos, in and out, rapidos, pas du tout à l'échec. Juste pour avoir un petit pump, c'est tout. Mais vu que mon genou gauche est encore un petit peu... il est très délicat et capricieux, on va dire. Parce que j'avais vraiment mal il y a à peu près 10 semaines. Ouais, 8, 9, 10 semaines, début de prep en fait. J'avais vraiment mal au niveau de la tubérosité tibiale. Donc là où s'attache le tendon patellaire, donc le tendon du quadriceps qui passe au-dessus de la patella, du coup du genou, et ensuite qui s'attache sur le tibia. À l'attachement du tendon sur le tibia, c'était vachement douloureux. Après, ça allait mieux, mais il y a des moments où, des exos qui sont un petit peu, on va dire, qui sont un petit peu délicats. Par exemple, le leg extension, dès que j'ai une flexion de genou sur un leg extension, ça a tendance à me faire un petit peu mal, à être un petit peu inconfortable, on va dire. Et quand je fais, le leg press, pas du tout. Le pendulum squat, parfois. Mais ouais, en gros, c'est dès que j'ai vraiment une flexion de genou importante. Et surtout, je trouve sur le leg extension, c'est là où c'est plutôt douloureux. Là, c'était plutôt inconfortable, mais il y a à peu près 1 semaine, 1-2 semaines, ça a commencé à revenir un petit peu plus. Donc du coup, là, j'ai vraiment pas forcé pour justement que je puisse essayer de récupérer au max pendant cette semaine de deload et que mon genou aille mieux la semaine prochaine quand je prends le programme normalement. Et sur ma jambe droite, sur le côté latéral du coup au niveau du tibia, pareil, c'est un petit peu... Là, c'est sur le leg press. Quand je fais du leg press en unilatéral, que avec ma jambe droite, je sais pas pourquoi, mais ça me crée des petites douleurs à ce niveau-là, à chaque fois. J'avais fait dans un précédent programme, j'avais eu le même problème. Du coup, j'avais stoppé le leg press en unilatéral et j'avais remplacé par un Smith Bulgarian Split Squat, qui est le même pattern de mouvement, mais du coup, qui n'était pas douloureux pour moi. Mais là, pour ce programme-là, je m'étais dit, tiens, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de leg press en unilatéral. Je vais le remettre dans mon programme. Et en fait, au bout de 3 semaines, c'est revenu. Donc, je sais pas pourquoi. Avec cette jambe-là, ça me fait toujours ce type de douleur-là. Alors que je fais exactement de la même manière qu'avec l'autre jambe et tout. Et quand je fais en bilatéral, ça me fait pas de problème. Donc, j'en sais rien. Mais ouais, du coup, j'ai cette petite douleur-là, vu que j'ai fait du leg press en unilatéral sur ce programme-là. Et là, aujourd'hui, j'ai fait du leg press en bilatéral et je l'ai senti un petit peu. Donc, voilà, j'ai juste fait 2 séries de leg press, 2 séries de leg extension, 3 séries de leg curl, c'est tout. Je me suis dit, ça sert à rien de faire plus. De toute façon, c'est une deload. Ça va rien apporter en termes de stimulus, d'hypertrophie ou quoi. Donc, je préfère juste avoir un petit pump, apporter un petit peu de sang dans les muscles, c'est tout. Pas forcer et justement laisser ces petites, on va dire... ces petits trucs d'inconfort au niveau du genou et du tibia, etc. Essayer de bien récupérer pour que quand je reprenne un nouveau programme, je me sente beaucoup plus fraîche par rapport à ça et que ça soit pas douloureux en fait. Donc voilà, et mon posing à la fin. Et aussi j'ai acheté à la salle du coup, c'est des produits que j'utilise pas mal, même beaucoup tous les jours en fait. C'est HydraFlow, donc HydraFlow de Conte Sports. Donc c'est très très bien, c'est une formule d'hydration. Hydration en anglais, hydratation en français. Bref, donc c'est une espèce de poudre qu'on met dans l'eau, tout simplement pour avoir des minéraux, donc, et tout ce qui est électrolyte, donc sodium, potassium, etc. C'est équilibré pour en fait que ça soit en corrélation avec par exemple notre sueur, transpiration, ce qu'on perd. Donc c'est fait tout simplement pour nous les rapporter. Donc c'est étudié, on va dire, pour que ça soit bien une formule d'hydratation et que tous les minéraux, etc. et les électrolytes soient
avec une bonne composition, des bons ratios pour bien être hydraté en fait. Donc sodium, potassium, je crois qu'il y a du magnésium dedans. Je vais regarder. Donc ouais, coco minéral en fait, c'est un espèce de mélange qui est à base de noix de coco, du coup à base d'eau de coco, pour avoir tout ce qui est sodium, potassium, etc. Mais dans les bons ratios. Ensuite, il y a elderberry fruit extract, je sais pas ce que c'est elderberry, mais bref, il y a un truc de baie extract. Vitamine C, vitamine B5, manganèse, B1, B1 and B7, donc vitamines et tout, et sodium, potassium, tout ça, bref. Et ça aide vraiment, je ressens vraiment la différence quand je bois de l'eau normale et quand je bois de l'eau avec ça, je me sens beaucoup plus hydratée avec ça que l'eau normale. Donc là, j'ai acheté Coca-Cola et cerise. J'aime beaucoup cerise, j'avais que cerise en fait jusqu'alors. Je me suis dit tiens je vais tester celui-là parce que j'aime bien les trucs de coca et tout, donc je vais tester de suite. Donc voilà, mais cerise est extrêmement bon. J'aime beaucoup cerise et ouais je bois ça tout le temps. Donc ouais, très bon produit, je ne suis pas du tout sponsorisée, absolument pas. Ça m'a coûté 50 pounds, 54 pounds pour les deux, donc c'est assez cher, mais ça dure relativement longtemps et c'est vraiment un bon produit, donc voilà. Du coup, je vais tester Coca-Cola et on va voir ce que ça donne. Le truc qui est au fond, ça me saoule. Il faut que j'aille chercher le truc. La scoop. Okay. Tac. Donc, ils disent une scoop pour 500 ml d'eau. Enfin, minimum 500 ml. Moi, là-dedans, j'ai à peu près 2 litres en termes de contenance. Et généralement, je mets 2 scoops. Je mets 2 scoops dedans. J'en mets 2,5 là. On va dire entre 2 et 3 scoops pour à peu près 2 litres d'eau, c'est très très bien. Parce que si on en met genre, si c'est qu'une seule scoop pour 2 litres, c'est très très dilué et ça sert pas à grand chose. Quand c'est genre 4 scoops, c'est beaucoup trop concentré et c'est horrible. Donc à peu près 2-3 scoops pour 2 litres d'eau, c'est parfait. Franchement, ouais, très bon. Je valide. C'est pas trop fort. C'est pas trop... C'est ça que j'aime bien avec leurs produits, en fait, c'est qu'on a bien le goût, mais c'est pas genre écœurant, je trouve. Très bon. Je valide. Franchement, celui-là et cerise, ils sont très bons. Les autres, je sais pas. Je crois qu'il y avait mangue, orange et un autre truc. Mais franchement, ça me tente pas ces saveurs-là. Par contre, cola, franchement, il est bon. Et cerise, j'attends. Donc, je vous recommande. Je trouve que c'est très très bien pour être bien hydraté tout au long de la journée. Tout le temps. En gros, dès que vous buvez de l'eau, vous mettez ça dedans. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, mes petites recommandations. Et là, du coup, je vais faire mon petit post-workout. C'est déprimant, j'ai dû allumer la lumière parce qu'on voyait rien. Et il est 19h49, mais aujourd'hui il fait pas hyper beau, genre le ciel il est hyper voilé et tout. Il faut que j'aille tondre la pelouse après ça. Il faut que je me conditionne pour tondre la pelouse. Parce qu'après je vais pas avoir le temps le reste de la semaine. Enfin là je travaille tard le soir, toute la semaine, donc enfin le reste de la semaine. Donc j'aurai pas le temps de tondre la pelouse ou quoi. Donc il faut que je le fasse là, parce que sinon si j'attends trop et ce week-end, je tonde la pelouse, ça risque d'être long et chiant. Donc il faut que je le fasse là. En plus, j'ai quasiment pas fait de pas aujourd'hui, franchement, c'est horrible. Je suis qu'à 5000 pas, il faut que je fasse 12 000 pas et il est quasiment 20h. Donc, je vais faire ça parce qu'aujourd'hui, au boulot, c'était beaucoup de trucs à faire, consultation, et ensuite, je suis partie directement en chirurgie. 2 chirurgies à la suite.
dont une qui a duré 2 heures. Voilà. Du coup, j'ai fait 1 heure extra au boulot. Et j'ai mangé mon premier repas à 14h40, ce qui est complètement ouf. Pas du tout optimal, clairement. Mais j'ai pas eu tout le temps de manger au boulot. Bref, donc voilà, du coup là je me fais mon deuxième repas de la journée, il est 20h, post-workout, et ensuite je vais tondre la pelouse sous la supervision d'Athéna ici présente. Donc, alors il n'y a aucune préparation clairement, je dis je prépare mon pré-workout mais enfin il n'y a quasiment aucune préparation parce que je ne suis pas le genre de personne à passer 4000 heures en cuisine. Si ça peut être rapide et efficace, c'est parfait, c'est tout ce que je veux. Et un truc évidemment que j'aime manger, mais j'adore ce que je mange, donc ça fonctionne très bien pour moi. Du coup, appuie sur moi. Tu t'appuies sur moi? Oui. Du coup, je vais manger. Alors ça, j'adore parce qu'à Tesco, ils font genre des petites barquettes comme ça de fruits. Genre là, c'est un mélange de... C'est juste melon là. Ouais, différents melons. Mais ils ont plusieurs mélanges différents. Et genre, c'est 300 grammes par petite barquette là. Et du coup, c'est hyper pratique parce que c'est une portion qui me convient parfaitement. Et je peux l'embarquer au boulot et tout. Enfin, je n'ai même pas besoin de m'occuper de couper les fruits. Ils sont déjà coupés, ils sont préparés. C'est des mix, donc c'est cool. Il y a plusieurs fruits différents. Et ouais, je embarque la barquette au boulot. Hyper pratique. 300 grammes, comme je disais, c'est la quantité qui me convient bien. Et en plus, il y a les macros aussi derrière. Donc, parfait. Très, très bien. Franchement, l'Angleterre, par rapport à tout ça, à l'alimentation en étant bodybuilder, c'est extrêmement cool parce que quasiment tout, il y a les informations nutritionnelles dessus. Donc, ouais, je mangeais ça. Ensuite, je vais manger un skyr. Donc ça, tout le temps, tous les jours. J'en mange 2 par jour. Donc j'aime beaucoup. Parce que déjà, c'est extrêmement bon. Et il y a 0 fat dedans. Donc pas du tout de gras. Et en protéines, on a 8,6 grammes pour 100 grammes. Et là-dedans, il y a 450. Donc je crois que ça me fait à peu près 40 grammes de protéines par pot. Donc je mange tout le pot évidemment. Mais c'est parfait en fait parce que c'est beaucoup de protéines. Il y a aussi quand même des glucides. Donc pareil, 8,6 grammes de glucides. Donc c'est 50% protéines, 50% glucides. Donc c'est parfait, parfait, parfait pour un repas. Et du coup, quand on mange tout le pot, on a 40 et quelques grammes de glucides. Donc excellent. C'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Et c'est très très bon. Donc ça, et je vais me faire un petit porridge. Un autre truc qui est cool en Angleterre, c'est que ils ont des trucs comme ça. Et en fait, dedans, il y a plein de sachets comme ça de porridge. Et un sachet, c'est genre 40 grammes. Et derrière, évidemment, tu as les infos par sachet. Donc là, pour un sachet, c'est 143 calories, 2,2 grammes de lipides, 26 grammes de glucides et 3,2 grammes de protéines. Et moi, à chaque fois, je fais 2 sachets. Donc je crois que ça me fait à peu près 280 calories pour 2 sachets. Mais ça me fait un volume vachement important. Et franchement, c'est cool parce qu'il y a différents goûts. Genre là, c'est raisin, pomme et cranberry. Franchement, les mots, je ne sais pas la traduction, donc excusez-moi, je ne sais pas. Mais bref, voilà. Mais il y en a d'autres, au genre sirop d'érable, que j'aime beaucoup. Celui-là, il est très très bon, sirop d'érable. À la cannelle, au chocolat. Au chocolat, je ne suis pas fan du tout. Enfin bref, plusieurs goûts comme ça. Il y a plein de goûts. Mais mon préféré, c'est clairement sirop d'érable. Et celui-là, il est vraiment bon aussi. Il y a des petits raisins dedans. Donc voilà, je me fais 2 sachets. Comme ça, j'ai les infos directes dessus. C'est hyper pratique. Pareil, ça, je l'emmène au boulot. Je prends les 2 sachets dans mon sac et je les prépare au boulot. Ce que je fais, c'est que je le mets dans un bol. Je vais vous montrer. Grosse préparation. Si je trouve un bol. J'ai trouvé un bol. Donc, je mets les 2 sachets dedans. Ensuite, complètement à l'œil,
je remplis de l'eau. Mais c'est vraiment, je le fais à l'œil. Donc, je pourrais pas vous dire exactement la quantité. Après, il y a les quantités qui sont marquées dessus. Enfin, je crois qu'ils disent, en gros, il faut remplir le sachet d'eau. Un sachet, on le vide, après on le remplit d'eau et on le met dedans. Mais ouais, franchement, je le fais vraiment à l'œil. Donc, après, vous pouvez faire des maths et tout pour calculer la quantité, mais je fais juste à l'œil, ça fonctionne bien. Donc, à peu près ça d'eau. Voilà. Et je le mets au micro-ondes pour 4 minutes. 4 minutes ou 4 minutes 30 au micro-ondes. Et c'est parfait. C'est parfait comme ça. Donc voilà mon petit post-workout. Et dedans, généralement, j'ajoute un petit peu de stevia. Parce qu'ils ne sont pas très sucrés, les préparations comme ça. Donc je mets un petit peu de stevia, vu que c'est 0 calories. Et c'est parfait. Voilà. Donc rien de fou, hein, vous n'allez pas avoir de grande cuisine avec moi. Mais j'aime beaucoup ce que je mange. Ce que je mange est très pratique et ça correspond parfaitement à mes besoins nutritionnels. Donc voilà, tout ce qu'on veut. Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin, plus tellement il est 14h. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite journée dans mon assiette parce que aujourd'hui du coup je ne travaille pas, donc je peux manger un petit peu mieux on va dire, et moins genre sur le pouce à l'arrache. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange actuellement. Il est 14h, je me suis levée tard, je me suis levée à 11h, j'ai dormi 10 heures cette nuit. Mon corps avait besoin de récupérer et de dormir, clairement. Et j'ai dormi aussi 10 heures hier, donc ça fait 2 nuits de suite où je dors 10 heures. Bref, donc je me suis levée à 11h et du coup ça m'a un petit peu décalé parce que du coup quand je me réveille, première chose que je fais c'est que je vais aux toilettes, je me pèse, puis je bois, donc je m'hydrate. Et ensuite, je prends mes suppléments du matin, c'est-à-dire Clen, Yohimbine, T3, T4 et Telmisartan. Ensuite, j'attends 1 heure parce que avec tout ce qui est remplacement thyroïdien, il faut attendre au moins 1 heure avant de consommer quoi que ce soit du café ou à manger. Si vous mangez ça, juste après, ou même 30 minutes après, ça peut carrément réduire l'absorption. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut faire attention. Parce que sinon, si vous prenez des trucs et que finalement ça fonctionne pas bien parce que c'est pas bien absorbé, ça sert à rien, clairement. Il n'y a pas les effets à désirer après. Donc toujours avec hormones thyroïdiennes, attendre 1 heure avant de boire du café et avant de manger. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment j'ai pris ma douche, etc. pendant ce temps-là. Je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça qu'ils sont comme ça et que j'ai mis de l'huile dessus pour les hydrater, donc c'est pour ça qu'ils ont un aspect un peu chelou. Et je ne sèche jamais mes cheveux, je les laisse sécher à l'air libre. Donc bref, voilà. Et ensuite, là, j'ai bu aussi mon petit café. Donc mon petit plaisir du week-end, c'est un café avec du lait d'avoine. Oat. Je crois que oat, c'est avoine. Oui, je crois que c'est ça. Bref, avec du lait d'avoine, 100 ml de lait d'avoine, je mets du café soluble, alors ne me jugez pas là-dessus, mais clairement, je ne vais pas... déjà, j'avais ramené ma machine à café de Roumanie, j'avais acheté une super machine à café qui moule les grains, etc. Très bonne machine, tout ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la route, mais elle n'a pas kiffé la route. Et maintenant, en fait, dès que j'appuie sur le bouton, genre ça moue dans mon feed, en fait, il se passe rien. Et j'ai pas de café, j'arrive pas à avoir de café de cette machine. J'ai essayé plein de fois de la réparer, de la nettoyer, de faire plein de trucs, ça ne marche pas. Donc du coup, je n'ai pas de machine à café et ça me saoule d'acheter une machine à café, sachant que toute la semaine, je suis au boulot. Donc le café, je le bois au boulot et on n'a que du café instantané au boulot, on n'a pas de machine au boulot. Donc voilà. Et en fait, après le samedi, parfois je travaille. Donc il n'y a que le dimanche sur certains, je suis chez moi. Le samedi en général aussi, mais il y a quand même des samedis où je travaille. Donc
enfin, acheter une machine à café qui coûte, enfin une bonne machine à café, parce que non, ça sert à rien d'acheter une machine à café si c'est un truc pourri, à genre 200-300 euros, et ensuite l'utiliser qu'une fois ou 2 fois par semaine, bah, je trouve que c'est pas forcément un bon investissement. Donc, du coup, je prends du café soluble. Évidemment, c'est pas aussi bon que du café avec une bonne machine, mais c'est juste que, voilà, je me suis dit, enfin, ça sert à rien d'investir autant si, bah, en fait, je profite de mon café qu'une fois par semaine, quoi. Donc, bref. Du coup, j'ai du café soluble, je mets 5 grammes de café soluble, 100 millilitres de lait d'avoine, et ensuite, je remplis cette tasse jusqu'en haut. Et voilà. Bref, du coup, c'est mon petit plaisir parce que, alors, je bois tout le temps du café noir, mais en off-season, je buvais pas mal de café avec du lait parce que j'aime bien ça aussi. J'aime autant les deux en fait. Enfin, j'aime beaucoup le café noir comme j'aime beaucoup aussi le café avec du lait dedans. Surtout le lait d'avoine, je trouve, c'est vraiment très très bon dans le café. Alors, le lait d'amande, j'aime pas du tout, mais le lait d'avoine, ça passe très très bien. Le lait de noisette, j'aime bien, mais seulement dans le colbo, donc du café infusé à froid. Là, le lait de noisette, ça passe très très bien. Mais dans le café chaud, je trouve que le lait d'avoine est super. Donc, c'est ce que je me fais encore. C'est mon petit plaisir du coup. C'est vraiment genre que le week-end où je me fais ça. Parce que pendant la semaine, je bois que du café noir au boulot. Et du Monster évidemment. Mais du coup, le week-end, c'est mon petit plaisir. Donc, j'ai bu ça là. Et je vais manger mon premier repas, donc il est 14h. Je vais manger à peu près 4 repas aujourd'hui. Donc toutes les 2-3 heures du coup. Mais généralement, je les espace plus évidemment vu que je me lève plus tôt. Donc je vais vous montrer ce que je mange. Rien d'exceptionnel comme d'habitude. Hein. Je ne suis pas le genre de personne à faire des trucs extra élaborés, clairement pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange actuellement à 2700 calories. 210 grammes de protéines, 395 grammes de glucides et 30 grammes de lipides. Donc je vais vous montrer ça. Je vais changer mes calories demain. Je pense que je vais passer à 2500 calories et du coup ça va changer un petit peu mes macros. Évidemment, je vais baisser mes lipides et mes glucides pour continuer d'avancer, etc. Mais en tout cas aujourd'hui, je suis encore à 2700, donc je vais vous montrer ce que je mange à 2700 calories. Pour mon premier repas, je consomme du skyr comme d'habitude, c'est vraiment mon truc préféré. Surtout pour le petit-déj, à chaque fois, c'est mon premier truc tout le temps, toute l'année, je mange du skyr. J'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font des super goûts et c'est extrêmement bon. Et surtout, en termes de consistance, c'est très très épais et j'aime beaucoup ça. En termes de calories de macro, c'est génial aussi. Pour 100 grammes, il y a 54 calories et 9 grammes de protéines. Donc ça fait à peu près, on va dire, 10 grammes de protéines. Et là, il y a 450, donc ça me fait à peu près 40-45 grammes de protéines là-dedans. Il y a peu de lipides, oui, 0 grammes de lipides et je voulais dire plutôt peu de glucides, il y a 4 grammes de glucides. Donc ouais, c'est vraiment génial en termes de composition. C'est très clean, c'est très très bon. Donc incroyable d'arriver à faire des produits bons comme ça pour ce type de macro et de calories. Donc j'adore. Donc je mange un pot au complet évidemment. Et ensuite, là j'ai des petits trucs de pastèque. Donc voilà, 250 grammes de pastèque. Franchement, moi j'adore ça, ça me sauve la vie parce que couper une pastèque, c'est un enfer. Donc moi ça m'arrange énormément que ça soit déjà pré-coupé et prêt dans des petites portions qui sont déjà pesées à 250 grammes. Donc je sais que ça fait 250 grammes. Donc c'est vraiment parfait pour moi. Donc j'ai juste mangé ça. Le matin j'ai pas très faim donc ça me suffit largement. Après mes repas au fil de la journée souvent sont un peu plus importants parce que j'ai plus faim au fil de la journée. Enfin en fin de journée c'est là où j'ai plus faim. Mais pour le matin ça me convient parfaitement de manger juste ça. Là j'ai pas très faim donc ça sera parfait pour le petit déjeuner. Pour le deuxième repas, nous avons du steak, 178 grammes de steak avec peu de matière grasse. Je crois qu'il y a 2 grammes par 100 grammes de steak, donc c'est peu de matière grasse pour une viande. En tout cas, c'est une des viandes, enfin le steak c'est une des parties les moins grasses qu'on peut avoir sur le bœuf. Donc voilà, 178 grammes de steak, de la salade avec un petit mélange genre carottes, choux rouges, etc. Et ça, c'est une purée de patates douces. Alors oui, c'est déjà préparé. C'est ce que j'ai à Tesco.
Donc il y a 400 grammes là-dedans. Je crois que c'est 250 grammes de salade. Ouais, 250, 400 grammes là. Mais en fait, ça m'économise tellement de temps en fait, parce que j'ai pas le temps de cuire les patates douces, de les éplucher, de les mettre en purée et tout. Franchement, ça prend un temps fou et j'ai pas que ça à faire. Donc là, au moins, c'est déjà préparé, c'est déjà fait. Il y a rien de plus d'ajouter à part un peu de poivre, un peu de sel, de la patate, et je crois qu'ils mettent un tout petit peu d'huile dedans, mais c'est tout. Donc finalement, ça revient toujours aussi bas en calories et bas en matière grasse. Donc voilà le petit repas, second repas de la journée. On commence le dernier repas de la journée avec du colin. Alors je suis obsédée, enfin même du cabillaud, pardon, du cabillaud. Je suis obsédée par le cabillaud. Alors je ne suis pas du tout dans le poisson normalement. Je préfère la viande, je mange beaucoup de viande, j'aime la viande. Je suis pas, enfin d'habitude j'aime pas trop le poisson, mais alors avec cette prep, j'ai développé un amour pour le cabillaud. Donc du coup, je mange du cabillaud tous les soirs parce que j'ai envie d'en manger, vraiment. Pas parce que c'est nécessaire, parce que j'en ai vraiment envie. Parce que ça coûte 5 pounds. Hein. Pour tout ça, ça me coûte 5 pounds, ce qui est extrêmement cher. Mais bon, c'est un truc que j'aime vraiment manger en ce moment, donc du coup, voilà. Mais je le fais à l'air fryer, donc là, il y a 262 grammes de colin. J'ai envie de dire colin, je sais pas pourquoi, de cabillaud. 262 grammes de cabillaud que je mets dans l'air fryer, 200 degrés pour 20 minutes, et ça me donne un petit aspect croustillant autour et tendre et moelleux et tout ce que vous voulez à l'intérieur, donc cuit à la perfection. Donc je mangeais un premier truc et après évidemment je mange pas mal d'autres choses, mais j'aime pas mixer les trucs ensemble, donc je mange tout séparément. C'est ma manière de manger, ne jugez pas, merci. Voilà, donc je commence par ça et je vais vous montrer la suite. 300 g de tomates cerises. Ensuite j'ai un petit mélange, et c'est le seul mélange que je fais. C'est l'exception qui confirme la règle. De thon. Donc là, il y a 100 g de thon avec 120 g de riz pesé cru, enfin non cuit. Donc ouais, ça, le riz, je le fais au rice cooker. Donc mon chat est obsédé par le thon. Mon riz, je le fais au rice cooker, comme ça il est cuit parfaitement. Et pousse-toi Ruby. Oh, et le thon, c'est du thon en boîte évidemment. Donc 100 g de thon et 120 g de riz pesé non cuit. Donc ça, et ensuite je mangeais des fruits. Enfin, je finis avec des fraises. 390 g de fraises. Donc c'est comme ça que je finis mon repas. Je vais aller me coucher et ensuite dès demain, je baisse la diète à 2500 calories. Donc ça va être un petit peu différent par rapport à mes choix alimentaires, aux quantités, etc.